25%. 25%, c'est le pourcentage d'enfants qui sortent du CM2 chaque année avec des acquis fragiles et insuffisants en lecture, mathématiques, écriture. À ces 25% d'enfants s'ajoutent 15% d'enfants qui sortiront chaque année du CM2 en n'ayant pas les acquis de base en lecture, écriture et mathématiques. Ce qui nous fait un total de 40%. Chaque année, 40% d'enfants, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes. Et ce rapport précise que ces lacunes les empêcheront de poursuivre une scolarité normale au collège. 40%. Alors, si l'on regarde tout simplement une matinée en maternelle, on le voit tout de suite. Sur 3 heures de classe, il n'y a que 30 minutes en moyenne, 45 minutes en grande section, de moments dédiés à ce qui va être un apprentissage direct, guidé par l'enseignant. L'activité n'est pas choisie par l'enfant, elle est imposée par l'enseignant, aussi riche soit-elle. Elle est imposée par l'enseignant. Ce n'est pas une décision, il n'y a pas de motivation endogène, personnelle de la part de l'enfant. Donc, il n'y aura que très peu d'attention. Et donc très peu d'engagement. En fait, j'ai rien contre l'école. Je trouve que le principe des personnes qui sont à disposition pour d'autres personnes, leur apprendre des choses, les choses qu'ils savent, et leur enseigner dans un lieu où tout le monde peut aller, ça je trouve ça franchement génial. Mais que tu sois obligé de ne pas sortir à une telle heure, que ce soit des matières qui ne t'intéressent pas forcément, tout apprendre d'un seul coup à un âge où tu n'en as pas vraiment besoin, je trouve que c'est pas la meilleure... Voilà. Pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. C'est exactement la même chose, il ne peut pas les différencier. Imaginez maintenant qu'une personne aimée, une personne de référence primaire, vienne voir l'enfant et lui dise « il faut que tu arrêtes de jouer pour apprendre ». Alors c'est drôle, mais c'est comme si je vous demandais maintenant, respirez sans prendre d'air. Vous allez me trouver absurde et vous allez penser que je demande quelque chose d'absurde. Justement, c'est là que c'est intéressant parce que l'enfant ne se permet pas de penser ça. Il ne se permet pas de penser de l'adulte que l'adulte a un problème. Comme il ne se permet pas de penser cela, il pense que c'est lui qui a un problème. Et lorsque l'enfant constate qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que lors d'une douleur intense. Il faudrait qu'on se le dise. Je ne pense qu'à une seule chose. Et si l'école se réorganisait de l'intérieur selon ces 4 principes? Juste ça, rien que ça, ce serait déjà en soi une révolution. Mon intuition profonde, c'était que si non seulement nous respections ces mécanismes de base, non seulement les enfants s'épanouiraient au niveau scolaire, mais ce que nous appelons les compétences non cognitives, la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité d'entraide, de coopération, tout ça se développerait, fleurirait, sans avoir cherché à le provoquer. Alors j'ai voulu voir ça. En 2011, le ministère de l'Éducation nationale m'a laissé la possibilité de le faire. Et en 2011, nous avons pu ouvrir cette classe. Alors je vous propose de regarder ce qu'il se passe quand on réorganise une classe maternelle en fonction des mécanismes d'apprentissage.
égale 3299 et il reste un. Un camion, un bateau, un hélicoptère, un hélicoptère, l'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout le boucan. Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise maintenant, cette classe est en zone d'éducation prioritaire et plan violence à Gennevilliers. Quand nous avons testé ces enfants en début d'année, en 2011, en septembre, nous les avons testés sur plusieurs dimensions et ils étaient évidemment sur beaucoup de dimensions très en dessous du niveau moyen. Quand nous les avons testés un an plus tard, donc en juin de l'année scolaire, ils avaient non seulement rattrapé la norme pour la grande majorité, mais ils l'avaient dépassée. Et pas de quelques mois, certains de plusieurs années. Je suis un enfant de 43 ans qui n'est jamais allé à l'école. Et ça fait de moi, dans notre monde, une sorte d'exception. Et pour moi, c'est toujours assez surprenant d'être une exception alors que ce que j'ai vécu est ce qui peut se vivre de plus naturel. Tout enfant, plongé dans des circonstances semblables, vivrait quelque chose de très ressemblant. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler des dispositions spontanées de l'enfant qui n'ont jamais été troublées dans ma vie et qui fait de moi cette exception alors que je suis un enfant des plus banals. Et c'est ça qui compte pour moi. Je ne suis ni spécial, ni surdoué. Autrement dit, imaginez que nous trempions un noyau d'avocat. C'est arrivé récemment parce que mon fils de 4 ans et demi, Antonin, que je vous présente ce soir, a voulu essayer. Mettons un noyau d'avocat dans l'eau. Au bout de quelques jours, il va y avoir une tige qui va en sortir et quelques racines. Et aucun d'entre nous n'aurait l'idée de dire oh, « c'était un noyau d'avocat surdoué ». Parce que c'est dans la nature du noyau d'avocat de pousser. Et c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce dont je veux parler en rappelant justement que c'est parce que cela arriverait à chaque enfant que ça nous intéresse. Je voudrais parler des dispositions spontanées de l'enfant et la toute première qui me vient à l'esprit, ça va être une question à vous. Quelle est la première chose que fait l'enfant dès qu'on le laisse tranquille? Il joue. Et tous les enfants jouent. Quelles que soient les circonstances qui les entourent, quel que soit l'environnement, la guerre, la misère, la peur, le luxe, je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Dans tous les cas, l'enfant, dès qu'on lui en donne la possibilité, joue. Et si nous ne l'interrompions jamais, il jouerait toujours. Or, nous l'interrompons. Alors j'ai la chance de travailler avec un neurobiologiste. Voilà que les neurobiologistes nous ont dit une chose intéressante. Ils nous ont dit qu'il se trouve que ce n'est pas par hasard
que nous sommes envoyés dans le vaste monde, équipés du dispositif d'apprentissage le plus génial qui ait jamais été inventé, j'ai nommé le jeu. Il n'y a pour apprendre rien de mieux que le jeu. Il faudrait l'écrire sur la porte du frigidaire. Et sachant cela, on se demande toujours pourquoi personne n'a voulu voir ce qu'il arriverait à un enfant qu'on laisse jouer, pas seulement toute une journée, mais par exemple 43 ans durant. Est-ce qu'il en ressort vraiment un sauvage illettré, asocial et chômeur? J'ai 15 ans et je vais pas à l'école depuis mes 4 ans. J'ai fait 1 an et demi de maternelle et c'est tout, dans toute ma vie. Ok, et comment t'as appris alors les choses? Comment t'as appris à compter, à écrire, tout ça? Toute seule, parce qu'en fait, dans l'école, les gens qui vont pas à l'école, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui font l'école à la maison, donc les parents ils font des petits cours aux enfants et tout. Il y a le unschooling, on peut dire, et on fait pas en fait, on apprend juste en vivant dans nos trucs. Il n'y a pas vraiment d'heures de cours à la maison. Et moi c'est ça que j'ai fait en fait. J'ai appris à lire toute seule, j'ai appris à compter toute seule, juste quand ça m'intéressait, au moment où j'en avais besoin. Pour les maths, pareil, en faisant de la couture. T'as appris les maths en faisant de la couture? Ouais. Comment ça marche? C'est vachement compliqué la couture. Quand tu veux pas perdre de tissu, là je me fais un sac en cuir, du coup je voulais pas perdre des bouts de cuir, du coup j'ai fait en sorte de pouvoir calculer tout et à l'avenir. Bon, c'est pas des maths super compliqués, mais c'est ce dont j'ai besoin en fait. Comment ça se passe la sociabilisation Cette question. En fait, la sociabilisation, je trouve que c'est mieux quand tu vas pas à l'école parce que tu as tous les âges mélangés. C'est pas que des gens de ton âge. Moi, j'ai des amis qui ont de 8 ans et qui je m'entends très très bien. J'ai des sujets de conversation pas les mêmes que mes amis de 18 ans, de 14 ans, de 15 ans, mais c'est tous les âges mélangés et je pense que c'est cool parce que tu es avec les adultes aussi. Et du coup, l'adulte, c'est pas la personne qui est au-dessus de toi, que tu dois respecter et tout. C'est juste ton égal. Il a peut-être vécu plus de choses que toi, il t'en apprend, mais toi aussi tu peux lui apprendre les trucs. Moi c'est une petite fille de 6 ans qui m'a appris à faire du crochet. Voilà. Mais, 100% des enfants de grande section sont entrés dans la lecture avec plaisir, enthousiasme, joie, facilité. 90% des enfants de moyenne section également, dans les mêmes circonstances. Et la chose la plus impressionnante que nous avons tous remarquée quand nous sommes rentrés dans la classe, c'est l'épanouissement des enfants. Ils sont devenus rayonnants, lumineux. Ils sont épanouis. Alors, comment? Quels sont les grands principes? La première chose, c'est que les enfants sont autonomes. Ils choisissent librement leur travail. Donc, ils sont motivés. Ils veulent ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, l'enseignant peut être avec d'autres enfants, les plus en difficulté, et répondre à leurs besoins spécifiques. Ensuite, chaque activité qui est proposée dans la classe réunit les algorithmes que nous avons cités auparavant. L'enfant est attiré par un matériel qui est attrayant, qui retient son attention. Ensuite, l'activité même de ce matériel est passionnante. Pour un enfant de 3 ans, boutonner et défaire des boutons, c'est passionnant. Donc les enfants sont attentifs, sont engagés, vous le voyez, extrêmement engagés, et reçoivent un retour d'information immédiat. Le matériel dénonce l'erreur. Ce n'est plus l'enseignant qui a besoin de le faire. Là, si l'enfant ne boutonne pas correctement son bouton, il va le voir. Le matériel lui montre. Et ensuite, parce que le matériel propose des conditions d'exactitude et de contrôle, cela fixe une difficulté intéressante pour l'enfant qui répète l'activité, qui essaie de se perfectionner. Et donc il développe une attention encore plus profonde qui va se généraliser aux autres domaines d'apprentissage. Donc c'est un cercle vertueux. Et surtout, la conséquence directe de cette sollicitation optimale des mécanismes cérébraux, c'est que les enfants sont calmes, apaisés, ils sont heureux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient si heureux de travailler. On a découvert que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est la clé des choses.
Et ça, en plus, c'est extraordinaire que la neurobiologie nous apporte la preuve d'une chose que nous savons depuis toujours, car nous savons qu'en état d'enthousiasme, nous avons des ailes, que plus rien ne nous arrête, que apprendre se fait tout seul. Nous savons cela. Et alors là, la neurobiologie nous livre une statistique très intéressante. L'enfant, équipé du dispositif de manière naturelle et en série, du dispositif d'apprentissage le plus génial qui soit le jeu, est également équipé de sa portion d'engrais portable, parce qu'il s'avère que l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Ça se décrit, vous pouvez voir sur Google, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Et donc, chacun d'entre nous vient non seulement équipé du meilleur des dispositifs d'apprentissage, mais en plus de son engrais portable. Et les enfants baignent dans un état d'enthousiasme constant. Les statistiques disent qu'un enfant de 2 à 3 ans s'enthousiasme, ressent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et il s'enthousiasme pour tout. Le moindre bout de papier va les enthousiasmer pendant des heures. Et les mêmes statistiques, vous savez ce qu'elles disent sur nous, les adultes ? On s'enthousiasme, on éprouve la même quantité d'enthousiasme 2 à 3 fois par an.